Ce parfum n'a pas été créé par votre mère. Il porte votre mémoire, pas la sienne. Depuis des années, Inès Delcourt crée dans l'ombre les parfums qui ont rendu sa mère célèbre. Elle n'a jamais osé réclamer son nom, son avenir, ni même le droit d'aimer, convaincue que toute liberté personnelle condamnerait sa famille. Lors du lancement parisien de Nuit d'Iris, Gabrielle Valère reconnaît pourtant sa véritable signature derrière chaque note. Mais lorsque le millionnaire lui offre enfin une place à la lumière, Inès découvre que sortir de l'ombre pourrait coûter leur entreprise à 36 employés et révéler le mensonge sur lequel sa mère a bâti sa légende. Ce parfum n'a pas été créé par votre mère. Il porte votre mémoire. Gabrielle Valère prononça ces mots dans la petite salle de préparation située derrière le grand salon, assez bas pour que les invités n'entendent rien, mais assez clairement pour qu'Inès laisse tomber la bandelette de papier qu'elle tenait entre ses doigts. De l'autre côté des portes capitonnées, plusieurs centaines de personnes applaudissaient encore Solange Delcourt. Les journalistes de mode, les acheteurs internationaux et les héritiers de maisons historiques venaient de découvrir Nuit d'Iris, présentée comme le retour triomphal d'une créatrice que Paris croyait presque retirée. Inès portait une robe noire, sans éclat, et des gants fins qui cachaient la petite brûlure causée par une éclaboussure d'essence de bergamote. Elle avait passé toute la nuit à rééquilibrer la formule, ajoutant une trace de bois humide pour empêcher l'iris de devenir trop froid. Sur scène, Solange expliquait précisément ce choix comme s'il lui était venu dans un jardin après la pluie. Inès ramassa la bandelette. « Vous vous trompez, monsieur Valère. » Gabrielle ne détourna pas les yeux. « Non. Votre mère parle de ce parfum comme d'une architecture. Vous le corrigez comme un souvenir. » Quelques minutes auparavant, Solange avait reçu une ovation sous les lustres d'un hôtel particulier près de l'avenue Montaigne. Elle se tenait devant un mur de flacons bleu nuit, élégante dans un tailleur ivoire, tandis qu'un écran projetait son nom en lettres dorées. Nuit d'Iris est née d'une question très simple, avait-elle déclaré. Que reste-t-il d'un amour après que la personne a quitté la pièce? Inès, cachée derrière le rideau technique, connaissait la véritable réponse. Elle avait imaginé cette fragrance en retrouvant un foulard de son père au fond d'une armoire. Il sentait encore la peau d'orange, le bois mouillé et la poudre d'iris que Solange utilisait autrefois. Lorsqu'un assistant avait annoncé que les premiers échantillons manquaient de profondeur, Inès avait modifié la base en silence. Solange était entrée quelques minutes plus tard, avait respiré très brièvement le flacon sans réaction visible, puis avait demandé « Tu as corrigé ce qui n'allait pas ?» Inès avait répondu « Oui. » « Alors apporte-moi les nouvelles notes de présentation et retire ton nom du document technique. Les journalistes ne doivent pas croire que le parfum a été conçu par un comité. » Inès avait obéi. Elle obéissait depuis si longtemps que le mouvement lui semblait plus naturel que la colère. Gabrielle l'avait observé pendant toute la présentation. Il dirigeait Valère Collection, un groupe d'hôtels où chaque établissement possédait sa propre identité olfactive. Il ne se contentait pas de choisir un parfum agréable. Il étudiait la manière dont une odeur changeait la mémoire d'un lieu. Au premier passage de Nuit d'Iris, il avait reconnu une structure déjà présente dans 3 succès récents de Maison Delcourt. Une ouverture lumineuse brusquement interrompue, un cœur floral retenu, puis une base chaude qui apparaissait seulement lorsque le reste semblait presque disparu. Ce n'était pas une technique, c'était une manière de raconter l'amour. Solange décrivait chaque composition avec un vocabulaire brillant mais différent. Inès, elle, ajustait les bandelettes en répétant toujours le même geste, pressant 2 doigts sur le papier avant de le porter à son visage, comme si elle cherchait un pouls. Lorsque Gabrielle lui demanda qui avait ajouté le bois humide, elle répondit « Le laboratoire ». Il insista « Quel laboratoire ? Maison Delcourt. Qui dans cette maison ?» Elle rangea les flacons trop vite. « Vous êtes venu acheter un parfum », pas interroger les employés. Gabrielle se rapprocha de la table. « Je suis venu rencontrer une créatrice. On m'a présenté la mauvaise femme. » La porte s'ouvrit avant qu'Inès puisse répondre. Étienne Marceau entra avec sa canne et son ancien badge de professeur encore accroché à la poche, bien qu'il n'enseignât plus depuis plusieurs années. Il avait dirigé le jury de l'Institut supérieur de parfumerie de Grasse et connaissait Solange depuis leur début. En apercevant Inès, son visage s'éclaira.
Enfin, je vous retrouve. J'ai demandé de vos nouvelles à votre mère. Inès sourit poliment. Nous nous sommes déjà rencontrés. Étienne fronça les sourcils. Vous aviez 10 à 9 ans. Votre dossier était remarquable. Je n'ai jamais compris pourquoi vous aviez refusé la bourse. Le sang quitta le visage d'Inès. Quelle bourse? Étienne crut d'abord à une plaisanterie. Celle de l'Institut. Nous avions même accepté de financer votre logement. Votre travail sur les souvenirs olfactifs était le plus personnel de cette promotion. Solange apparut derrière lui, tenant encore son verre de champagne. Étienne, votre mémoire vous joue des tours. Inès n'a jamais été retenue. Il la regarda avec étonnement. J'ai signé la lettre moi-même. Solange posa une main ferme sur le bras de sa fille. Vous confondez avec une autre candidate. Venez, Inès. Les photographes attendent une image de famille. Avant de partir, elle adressa à Gabriel un sourire impeccable. « J'espère que ma fille ne vous ennuie pas avec les détails techniques. » Dans le couloir, Solange ne relâcha le bras d'Inès qu'après avoir franchi une porte réservée au personnel. « Ne prends pas au sérieux les souvenirs d'un homme vieillissant, » dit-elle. Inès demanda pourquoi Étienne aurait inventé une bourse. « Il n'invente rien, il mélange les dossiers. Il a parlé de mon projet sur les souvenirs olfactifs. » Solange se tourna vers elle. Son sourire public avait disparu. « Tu avais envoyé plusieurs essais médiocres cette année-là. Je t'ai protégé d'une humiliation. » Inès se rappela l'enveloppe officielle que sa mère lui avait remise 10 ans plus tôt, déjà ouverte, accompagnée d'un commentaire « Bref, il ne te trouve pas encore prête. » Elle avait pleuré seule, puis accepté de travailler au laboratoire familial pour gagner de l'expérience. « Est-ce que tu as lu leur lettre avant moi ?» demanda-t-elle. Solange se raidit. « J'étais ta mère. Tu venais de perdre ton père et tu voulais partir à l'autre bout de la région comme si notre entreprise pouvait se gérer sans nous. Grace était à 20 minutes de la maison. Ce n'est pas la distance qui m'inquiétait. C'était ce que cette école aurait fait de toi. Elle t'aurait convaincu que le talent exige de renier ses racines. » Inès voulut poser une nouvelle question, mais Solange l'interrompit. « Pas ce soir. 36 employés comptent sur ce lancement. Tu ne vas pas transformer leur avenir en drame personnel à cause d'un vieux souvenir. » Lorsqu'elle revint dans le salon, les photographes appelèrent Solange. Inès resta légèrement derrière elle, comme toujours. Gabriel assistait à la scène depuis le bar. Au moment où les flashs s'allumèrent, Solange prit la main de sa fille et murmura sans bouger les lèvres. « Souris. Si les investisseurs sentent une fissure, ils retarderont le financement de la prochaine collection. » Inès sourit. Une journaliste demanda si elle espérait un jour succéder à sa mère. Solange répondit avant elle, « Inès est le cœur discret de notre maison, mais créer exige une forme de solitude qu'elle n'a jamais recherchée. Elle préfère soutenir une vision plutôt que l'imposer. » La phrase ressemblait à un compliment. Inès sentit pourtant quelque chose se refermer dans sa poitrine. Gabriel intervint depuis le premier rang. « Mademoiselle Delcourt, est-ce vrai ?» Tous les regards se tournèrent vers elle. « Est-ce votre choix de rester discrète ?» Solange serra légèrement ses doigts. Inès vit les employés de la maison près de l'entrée, fiers, inquiets, dépendants de cette soirée. Elle répondit « Maison Delcourt travaille comme une famille. Les noms individuels sont moins importants que le résultat. » Gabriel ne la contredit pas devant les caméras. Mais son expression lui fit comprendre qu'il avait entendu ce qu'elle n'avait pas dit. Après le départ des journalistes, il lui demanda 10 minutes dans un petit salon donnant sur la cour intérieure. Il posa devant elle un dossier portant le logo de Valère Collection. « Je souhaite créer 3 signatures olfactives pour nos prochains hôtels. Paris, Cannes et Grasse. Je veux que vous dirigiez le projet. » Inès ne toucha pas le dossier. « Maison Delcourt peut vous proposer une équipe. Je ne veux pas une équipe anonyme. Je veux votre travail. Mon travail appartient à la maison. Votre temps peut être payé par la maison. Votre mémoire ne lui appartient pas. » Elle releva les yeux, irritée par la facilité avec laquelle il prononçait ces mots. « Vous ne connaissez rien de notre histoire. » Gabriel acquiesça. « C'est vrai. Mais je connais les contrats. Chaque formule sera signée par son créateur. Le nom apparaîtra sur les dossiers internes, les supports professionnels et les éditions limitées. » Inès referma le dossier sans l'ouvrir. « Ma mère refusera. Je ne vous ai pas demandé ce que votre mère voulait.
La phrase la blessa plus qu'elle ne l'aurait cru. Gabrielle poursuivit avec moins de dureté. « Que voulez-vous, vous » Inès resta silencieuse. Personne ne lui avait posé cette question sans lui rappeler immédiatement ce que sa réponse coûterait aux autres. Solange entra avant qu'elle puisse trouver les mots. Elle lut rapidement la première page de l'offre et pâlit en découvrant le montant. « C'est généreux », dit-elle. Gabrielle répondit « C'est proportionnel à la valeur du travail ». Solange proposa que le contrat soit signé avec Maison Delcourt, Inès intervenant comme salariée. Gabrielle refusa. « Elle peut sous-traiter certaines productions à votre maison, mais la direction artistique portera son nom. » Solange posa le dossier sur la table. « Vous ne comprenez pas la fragilité d'une entreprise familiale. Notre banque examine actuellement une ligne de crédit indispensable. Si Inès apparaît soudain comme la créatrice de nos futurs concurrents, nos partenaires penseront que Maison Delcourt perd son talent. » Gabrielle demanda « Son talent ou le vôtre ?» Le silence devint brutal. Solange se tourna vers sa fille. « Voilà donc ce qu'il vous propose, Inès. Une signature sur 3 hôtels contre la fermeture possible du laboratoire où votre père a travaillé toute sa vie. Vous pouvez accepter, mais regardez d'abord les femmes qui conditionnent nos flacons depuis 20 ans et dites-leur que votre besoin de reconnaissance vaut davantage que leur salaire. » Gabrielle intervint. « C'est une manipulation. » Solange répondit froidement. « C'est une responsabilité. Les millionnaires confondent souvent les deux parce qu'ils n'ont jamais dû choisir qui serait payé à la fin du mois. » Inès demanda quelques heures. Elle rentra seule à Grasse par le dernier train, le dossier de Gabrielle dans son sac et la question d'Étienne dans la tête. À son arrivée, les lumières du laboratoire étaient encore allumées. Solange l'attendait dans le bureau de son père. Sur la table reposaient les comptes de l'entreprise, les échéances bancaires et un nouveau document de confidentialité. « La banque veut une garantie sur les prochaines créations », expliqua-t-elle. « Si les investisseurs pensent que tu peux partir avec les formules, ils se retireront. » Inès parcourut le texte. Elle devait reconnaître que toutes ces créations passées et futures réalisées dans les locaux appartenaient exclusivement à Maison Delcourt. Son nom ne pourrait être communiqué sans l'accord de la direction. « Tu veux que je signe ce soir ?» demanda-t-elle. Solange prit sa main. « Je veux que tu protèges ce que ton père nous a laissé. Nous avons toujours été 2 contre le reste du monde. » Inès pensa à Gabrielle, lui demandant ce qu'elle voulait. Elle pensa aux 36 salariés, aux dettes et à la tombe de son père sur la colline. Puis elle signa. La plume glissa et rouvrit la petite brûlure sur son index. Une goutte de sang tomba près de son nom. Solange essuya le papier avant que l'encre sèche. « Tu verras. Un jour, tu comprendras que je t'ai évité de tout perdre. » Le lendemain matin, Gabrielle revint à l'hôtel parisien pour récupérer les dossiers de l'événement. Dans la corbeille du salon privé, il aperçut une copie déchirée de l'offre remise à Inès. Une trace rouge marquait la dernière page. À l'endroit prévu pour la signature de la créatrice, quelqu'un avait écrit « Inès Delcourt », puis avait barré son nom avec 3 traits noirs. En dessous, une autre main avait ajouté « Maison Delcourt », représentée par Solange Delcourt. Gabrielle conserva la feuille et appela son directeur juridique. Il lui demanda d'analyser les droits attachés aux 7 dernières créations de la maison, mais il donna une consigne inhabituelle. Personne ne devait contacter Inès sans son autorisation. Il croyait encore agir avec prudence. Il ignorait qu'en commençant à enquêter derrière son dos, il posait déjà la première pierre de l'erreur qui finirait par les séparer. À Grasse, Inès entra dans la salle des matières premières avant le lever du soleil. Elle ouvrit son cahier personnel, celui que personne ne voyait, et écrivit la date au-dessus d'une page blanche. Pour la première fois, elle tenta d'inscrire son nom sous une formule. Sa main resta suspendue. Elle entendit la voix de Solange, les employés, les comptes, la dette et la phrase apprise depuis l'enfance. Une famille survit parce que chacun sacrifie quelque chose. Inès effaça son prénom et remplaça la signature par le code habituel de sa mère. Puis elle commença à créer un parfum pour Gabrielle Valère. Un parfum qui racontait le désir d'ouvrir une porte et la peur de découvrir qu'on avait encore le droit de la franchir. 3 jours après le lancement de Nuit d'Iris, Gabrielle fit parvenir à Inès un nouveau contrat.
Il ne l'adressa ni à Solange ni au service juridique de Maison Delcourt, mais directement à l'appartement modeste qu'Inès louait au-dessus d'une librairie de Grasse. Chaque page portait son nom. Inès Delcourt, directrice artistique et créatrice olfactive. Elle relut cette ligne jusqu'à ne plus reconnaître les lettres. Le montant lui sembla indécent, non parce qu'il dépassait les usages du secteur, mais parce qu'il attribuait une valeur personnelle à quelque chose qu'elle avait toujours considéré comme un devoir familial. Elle appela Gabriel avant même de prendre son petit déjeuner. « Je ne peux pas signer ainsi. » Il demanda quelle clause posait problème. « Mon nom apparaît partout. » Un silence passa. C'est généralement ce qu'on attend d'un contrat personnel. Inès proposa de remplacer son titre par consultante technique et d'intégrer Maison Delcourt comme prestataire principal. Gabriel refusa calmement. « Votre mère pourra produire les concentrés si les conditions sont compétitives, mais elle ne signera pas vos souvenirs. » Inès serra le téléphone. « Vous simplifiez une situation que vous ne connaissez pas. Peut être, mais vous compliquez une chose simple. Vous faites le travail. Votre nom doit apparaître. » Elle accepta finalement une version intermédiaire. Maison Delcourt participerait à la fabrication, tandis qu'elle garderait la direction artistique. En raccrochant, Inès eut moins l'impression d'avoir gagné qu'elle n'en aurait eu après avoir commis une faute. Gabriel l'emmena d'abord à Cannes, dans un ancien hôtel des années 30 que Valère Collection restaurait face à la Méditerranée. Les salons étaient encore couverts de bâches, les lustres suspendus au-dessus de sols poussiéreux et les chambres ouvertes sur une mer d'un bleu presque irréel. Gabriel ne lui donna aucune indication précise. « Je ne veux pas un parfum de vacances, dit-il, ni du sel, ni une fleur blanche ajoutée pour satisfaire les touristes. Je veux que les clients sentent ce que ce bâtiment a traversé. » Inès passa des heures à toucher les boiseries, à ouvrir les armoires anciennes et à interroger le personnel resté pendant les travaux. Une gouvernante lui parla des balles d'autrefois. Un menuisier lui fit sentir la résine utilisée sous les parquets. Et dans une chambre condamnée, Inès trouva un vieux rideau imprégné de tabac blond et de poudre de riz. Elle conçut un premier accord autour du mimosa fané, du bois ciré et d'une note minérale rappelant les murs après l'orage. Gabriel la regardait travailler sans l'interrompre. Lorsqu'elle lui tendit la bandelette, il ferma les yeux. On dirait une fête dont tout le monde est parti, mais où la pièce refuse encore d'oublier. Inès retira presque le papier de sa main. Cette phrase nommait exactement ce qu'elle avait voulu créer. « Ce n'est qu'un essai, » répondit-elle. Gabriel ouvrit les yeux. « Pourquoi avez-vous toujours besoin de diminuer ce que vous venez de réussir ?» Elle ne répondit pas. Dans la petite salle aménagée pour les essais, Gabriel fit déposer le déjeuner. Inès continua à peser des matières comme si elle ne l'avait pas vu. À 10 à 7 heures, le plateau était intact. « Quand avez-vous mangé pour la dernière fois ?» demanda-t-il. Ce matin, il examina les 3 tasses de café vides. « Vous mentez mal. » Elle lui rappela qu'il l'avait engagée pour créer une identité olfactive, pas pour surveiller ses repas. Gabriel prit le flacon qu'elle s'apprêtait à ouvrir et le posa hors de sa portée. « Je ne paie personne pour s'épuiser devant moi. » Inès essaya de reprendre le flacon. Il ne le lui rendit pas. « Vous n'avez pas le droit de m'interdire de travailler. » « Non, mais vous n'avez pas le droit de traiter votre corps comme un employé qu'on peut remplacer. » La colère monta si vite qu'elle en fut elle-même surprise. « Vous croyez que tout le monde peut s'arrêter parce qu'un plateau refroidit ? Certaines personnes savent que si elles ralentissent, tout ce qu'elles soutiennent tombe. » Gabriel observa ses mains tremblantes. « Et si vous tombez, qui vous soutient ?» Elle détourna le regard. « Je n'ai pas le luxe de me poser cette question. » Il sortit alors un carnet neuf de sa serviette, l'ouvrit à la première page et le plaça devant elle. « Écrivez une chose que vous méritez même lorsque vous ne produisez rien. » Inès prit le stylo, resta immobile, puis le reposa. La page demeura blanche. Cette nuit-là, ils travaillèrent moins et parlèrent davantage. Gabriel lui raconta que sa mère avait été violoniste avant d'épouser un homme politique ambitieux. Ses affiches avaient progressivement disparu des murs, puis son nom des programmes, jusqu'à ce que les journalistes ne la présentent plus que comme l'épouse élégante d'un futur ministre. Lorsqu'elle a voulu remonter sur scène, on lui a demandé si son mari approuvait, dit-il. Elle a refusé. Après leur séparation, personne ne savait plus comment la présenter sans lui.
Inès demanda s'il avait créé ces hôtels pour elle. En partie. Je voulais des lieux où les artistes seraient payés et nommés. Mais j'ai peu être transformé sa disparition en règle générale. Il ne lui expliqua pas ce qu'il voulait dire. Inès parla à son tour de son père, des matins où il pressait des oranges avant d'ouvrir le laboratoire et de sa manière d'appeler chaque employé par son prénom. Il disait qu'une maison n'existe pas grâce au nom sur la façade, mais grâce à ceux qui allument les lumières avant le lever du soleil. Gabriel lui demanda si son père aurait voulu qu'elle reste cachée pour protéger ces personnes. « Je ne sais pas. »« Et votre mère ?» Inès referma son carnet. Elle a tenu l'entreprise après sa mort. Je ne peux pas lui reprocher d'avoir eu peur. Gabriel ne répondit pas que la peur n'autorisait pas tout. Il comprenait que si la vérité venait de lui trop brutalement, Inès la vivrait comme une attaque contre sa famille plutôt que comme une défense de sa propre place. À Grasse, leur travail se poursuivit dans les champs et les ateliers. Gabriel la rejoignit un matin avant l'aube pendant la cueillette du jasmin. Il portait des chaussures trop neuves pour la terre humide et tenta de cacher son irritation lorsqu'un cultivateur se moqua de son manteau. Inès rit pour la première fois devant lui. Le son fut si inattendu qu'elle porta aussitôt une main à sa bouche. « Vous avez le droit de rire de moi, » dit Gabriel. « Je le fais très bien moi-même. » Elle lui montra comment cueillir la fleur sans l'écraser. Puis ils remontèrent ensemble vers le laboratoire avec leur panier presque vide. Plus tard, Gabriel lui remit l'acompte prévu par le contrat. Inès demanda que la totalité soit transférée sur le compte de Maison Delcourt. « Non, » répondit-il. « Une partie correspond aux frais de production, le reste est votre rémunération. » Elle insista. « La maison a des échéances, et vous avez un loyer, une vie et peut être des projets qui ne portent pas le nom de votre mère. » Inès sentit la culpabilité lui serrer la gorge. Garder cet argent ressemblait à voler les salariés qu'elle connaissait depuis l'enfance. Gabriel lui demanda de ne rien décider pendant 24 heures. « Pourquoi ? Parce que vous donnez toujours avant d'avoir eu le temps de savoir si vous vouliez garder. » Elle accepta. Le lendemain, elle transféra tout de même les 2/3 à Maison Delcourt, mais conserva le reste. Ce petit montant personnel lui parut plus difficile à accepter que n'importe quel sacrifice. Solange observa immédiatement le changement. Elle remarqua les nouveaux flacons dans le sac d'Inès, le carnet blanc et le fait que sa fille ne lui remettait plus tous les rapports du projet. Un soir, elle invita Gabriel à dîner dans la villa familiale. La table était dressée avec une élégance étudiée, mais chaque phrase contenait une pointe. Solange évoqua les maisons que des investisseurs avaient détruites après les avoir séduites avec des contrats individuels. Gabriel répondit qu'un contrat clair protégeait davantage qu'une loyauté familiale non écrite. « Vous parlez comme un homme qui n'a jamais dû choisir entre une signature et 36 salaires, dit-elle. » Il lui demanda pourquoi ces salaires dépendaient du silence d'Inès. Solange posa lentement sa fourchette. « Ma fille est brillante, mais elle se disperse lorsqu'on lui donne trop de responsabilités. Je l'ai toujours protégée de l'exposition. » Inès sentit la colère de Gabriel avant même qu'il réponde. « Elle dirige déjà vos créations les plus importantes. La seule chose dont vous la protégez est la reconnaissance. » Solange se leva brusquement, porta une main à sa poitrine et vacilla. Inès se précipita vers elle. Le dîner s'arrêta. Gabriel appela un médecin malgré les protestations. L'examen ne révéla rien de grave, seulement de la fatigue et une tension élevée. Pourtant, Solange murmura à sa fille « Je ne survivrai pas à une nouvelle bataille pour cette maison. » Le lendemain, Inès annula 2 jours de travail à Cannes pour rester près d'elle. En préparant les médicaments de sa mère, Inès découvrit une ordonnance ancienne prescrivant un suivi neurologique et des tests olfactifs réguliers. Solange tenta de reprendre le document, mais Inès avait déjà lu la date. 8 ans plus tôt, elle l'emmena malgré elle dans la salle d'essai et disposa 3 mouillettes simples, rose, vétiver et aldéhyde. « Arrête !» ordonna Solange. Inès lui demanda d'identifier les matières. Sa mère reconnut la rose, hésita sur le vétiver et ne perçut presque rien sur la 3e. « Depuis quand ?» demanda Inès. Solange s'assit. « Depuis l'accident. Cela s'est aggravé lentement. » Inès se souvenait du flacon brisé,
de l'incendie limité au laboratoire et des semaines où sa mère prétendait souffrir seulement de migraines. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Parce que tu avais déjà perdu ton père. Parce que les banques attendaient la moindre faiblesse. Parce que j'avais besoin de temps. Inès sentit les 8 dernières années changer de forme. Solange prit ses mains. Tes créations ont sauvé notre maison. Ce n'était pas un vol. C'était notre travail à toutes les deux. Inès demanda pourquoi seule l'une d'elles portait son nom. Solange se mit à pleurer. Parce qu'un public pardonne à une mère d'avoir une assistante, il ne pardonne pas à une légende de ne plus sentir. Pour la première fois, Inès vit non seulement la manipulatrice, mais une femme terrifiée par sa propre disparition. Elle retourna à Cannes 2 jours plus tard. Gabriel l'attendait sur le toit de l'hôtel où les travaux avaient libéré une terrasse face à la mer. Il ne lui reprocha pas son absence. « Comment va-t-elle » demanda-t-il. Inès répondit que Solange avait perdu une partie de son odorat. Elle lui fit promettre de ne rien révéler. « Ce secret explique ce qu'elle a fait » dit Gabriel. « Il ne l'autorise pas. » Inès se raidit. « Je n'ai pas besoin que vous jugiez ma mère. Et moi, je ne veux pas que sa peur devienne une raison pour vous effacer. » Elle regarda la mère. « Vous ne comprenez pas. Si la vérité sort, elle perdra tout. Et si elle ne sort jamais, que perdez-vous » Inès ne répondit pas. Gabriel s'approcha lentement. Il ne toucha pas son visage. « Vous avez gardé une partie de votre rémunération ?» Elle acquiesça. « Qu'en avez-vous fait ?»« Rien. » Il sourit. « C'est peu. Être le premier argent de votre vie qui n'a pas encore reçu une mission. » Leurs regards se rencontrèrent. Gabriel inclina légèrement la tête, laissant la distance se réduire sans l'imposer. Inès sentit le désir, puis la panique. Elle recula. « Je ne peux pas. » Il ne la suivit pas. « Pas maintenant ou pas avec moi. Je ne sais pas aimer quelqu'un sans commencer à lui devoir quelque chose. » Gabriel répondit doucement. « Alors ne me devez rien. » Le lendemain matin, un article parut dans un grand magazine économique. Valère Collection prépare le rachat secret de Maison Delcourt. Le texte citait des sources proches du dossier et présentait la collaboration d'Inès comme la première étape d'une prise de contrôle. Une photographie montrait Gabriel et elle sur la terrasse de Cannes, leurs visages trop proches pour que la légende paraisse strictement professionnelle. Inès lut l'article dans le train du retour. Gabriel l'appela immédiatement, mais elle ne répondit pas. Dans le bureau de Maison Delcourt, Solange attendait avec plusieurs employés bouleversés. « Tu savais qu'il voulait nous acheter ?» demanda-t-elle. Inès affirma que non. Sa mère posa devant elle les échéances bancaires. « Alors tu comprends enfin. Il ne t'a pas donné ton nom pour te libérer. Il t'a séparé de nous pour faire baisser la valeur de la maison. » Inès voulut rejeter cette interprétation, mais se souvint de la discrétion de Gabriel, de ses questions sur les contrats et de l'enquête qu'elle ignorait encore. Sur son téléphone, un message apparut. « Je peux vous expliquer. » Ne signez rien avant de m'avoir entendu. Inès contempla ces mots. Autrefois, elle aurait immédiatement répondu pour éviter que quelqu'un souffre de son silence. Cette fois, elle éteignit l'écran. Pourtant, tandis que Solange lui tendait un nouveau document renforçant les droits de Maison Delcourt sur ses futures créations, Inès ne prit pas le stylo. Pour la première fois, elle refusait de donner. Mais elle ne savait pas encore si ce refus était le début de sa liberté ou simplement une nouvelle manière d'avoir peur. À 7 heures du matin, 3 chaînes d'information diffusaient déjà le visage d'Inès. Les titres variaient, mais racontaient tous la même histoire. L'assistante inconnue de Solange Delcourt aurait séduit un millionnaire afin de s'emparer de la maison de parfumerie familiale. Sur le plateau d'une émission parisienne, un chroniqueur montrait la photographie prise à Cannes et expliquait qu'Inès avait probablement transmis à Gabriel les difficultés financières de l'entreprise. Une autre journaliste affirmait que Nuit d'Iris pouvait avoir été volée à Solange pendant une période de fragilité médicale. Inès regardait les images depuis la salle de réunion de Maison Delcourt, entourée d'employés qui évitaient ses yeux. Solange apparaissait ensuite dans une interview enregistrée la veille. Elle ne prononçait aucune accusation directe. Elle disait seulement « Ma fille traverse une période de confusion. Certaines personnes très puissantes savent rendre séduisante l'idée de trahir tout ce qui nous a construit. » La phrase était parfaite. Elle protégeait l'image de la mère blessée,
présentait Gabrielle comme un prédateur et transformait Inès en jeune femme influençable. Lorsque la vidéo se termina, Solange éteignit l'écran. « Je n'avais pas le choix, dit-elle. » Inès la regarda. « Tu aurais pu dire la vérité. »« Quelle vérité ? Que tu as travaillé avec un homme qui prépare notre rachat sans m'en parler ?» Inès sentit tous les regards se tourner vers elle. « Je ne savais rien de ce projet. » Solange répondit doucement. « Alors il t'a utilisé encore plus facilement que je le pensais. » Gabriel arriva à Grasse avant midi. Il avait quitté une réunion d'urgence de Valère Collection et traversé l'aéroport sans prévenir son service de communication. Lorsqu'il entra dans la cour de Maison Delcourt, plusieurs journalistes l'attendaient déjà derrière les grilles. Il demanda à voir Inès seule, mais Solange refusa. « Tout ce qui concerne ma fille concerne désormais notre entreprise. » Gabriel posa sur la table une copie du rapport interne mentionné dans l'article. Ce document est une étude exploratoire. Aucune offre n'a été déposée. Inès parcourut les premières pages. Le rapport évaluait la dette de Maison Delcourt, ses contrats, ses terrains, ses équipements et même la dépendance de l'entreprise envers une créatrice non officiellement identifiée. Une phrase était soulignée. La valeur réelle de la maison repose probablement sur une ressource humaine dont la propriété intellectuelle n'est pas sécurisée. Inès releva les yeux. « Cette ressource humaine, c'est moi ?» Gabriel ne répondit pas assez vite. Solange eut un rire amer. « Voilà, il vous a étudié comme une ligne d'actifs. » Gabriel se tourna vers Inès. « J'ai reçu ce rapport avant notre rencontre. Je ne l'ai pas commandé personnellement. Mais vous l'avez lu. Oui, et vous ne m'avez rien dit. » Il expliqua qu'il n'avait encore pris aucune décision et qu'il voulait d'abord comprendre qui créait réellement les parfums. Inès replia le document. « Vous prétendiez vouloir mettre mon nom sur les formules. En réalité, vous cherchiez à savoir combien coûtait la femme cachée derrière la marque. » Le conseil de Valère Collection suspendit le projet hôtelier dans l'après-midi. Gabriel appela Inès depuis son bureau parisien et lui annonça que tous les échantillons seraient transférés dans une réserve sécurisée jusqu'à ce que la propriété des formules soit clarifiée. « Personne ne pourra les utiliser contre vous, » dit-il. Inès, qui se trouvait devant la porte du laboratoire temporaire de Cannes, présenta son badge au lecteur. Une lumière rouge apparut. « Vous avez désactivé mon accès. » Gabriel resta silencieux une seconde. « Temporairement. À mon propre travail, les avocats estiment que si vous continuez à modifier les formules, Maison Delcourt pourrait prétendre que vous détruisez des preuves ou détournez des actifs. » Elle essaya encore. Le badge fut refusé. Derrière la vitre, ses carnets, ses mouillettes et les flacons préparés la semaine précédente reposaient exactement où elle les avait laissés. « Vous auriez pu me demander ce que je voulais faire. Je n'avais pas le temps. Le conseil allait saisir le projet et engager une procédure. J'ai sécurisé vos créations avant eux. » Inès ferma les yeux. « Vous les avez sécurisées loin de moi, pour vous protéger. » Elle entendit la phrase comme on entend une serrure se fermer. « Ma mère dit la même chose depuis 10 ans. » Gabriel protesta qu'il ne cherchait pas à s'approprier son travail. « Non, vous cherchez seulement à décider quand j'ai le droit d'y accéder. C'est plus élégant, mais le résultat est identique. » Elle retourna à Grasse et entra dans l'ancien bureau de son père pendant que Solange participait à une réunion bancaire. Pour la première fois, Inès ne demanda pas la permission avant d'ouvrir les tiroirs. Elle chercha les courriers de l'Institut, les dossiers de l'année de ses 10 à 9 ans et toutes les traces de sa candidature. Dans un meuble fermé, elle trouva des copies de ses premiers essais, mais la formule la plus personnelle avait été remplacée par une version maladroite qu'elle ne reconnaissait pas. Son projet original sur les souvenirs olfactifs avait disparu. Derrière les archives comptables reposait une enveloppe épaisse, portant le cachet de l'Institut supérieur de parfumerie de Grasse. Elle n'était pas adressée à Maison Delcourt, mais à Mademoiselle Inès Delcourt. La lettre annonçait son admission et une bourse complète. Une seconde feuille, écrite à la machine, déclinait l'offre au nom d'Inès. La signature imitait la sienne, mais le dernier trait remontait vers la gauche, comme toutes les signatures de Solange. Inès s'assit dans le fauteuil de son père, incapable de respirer correctement. Pendant 10 ans, elle avait cru qu'un jury avait découvert qu'elle ne possédait pas assez de talent.
Elle avait utilisé ce refus comme preuve chaque fois qu'elle hésitait à demander son nom sur une formule. Ce n'était pas seulement une lettre cachée, c'était la fondation entière de la femme effacée qu'elle était devenue. Étienne Marceau la rejoignit en fin de journée. Il avait conservé dans ses archives une copie du dossier final et les commentaires du jury. « Vous étiez première, dit-il. Nous n'avions pas vu depuis longtemps une candidate capable d'associer une construction technique aussi précise à une mémoire aussi intime. » Inès lui montra la version médiocre retrouvée dans les archives. Étienne l'examina, puis secoua la tête. « Ce n'est pas celle que nous avons évaluée. Celle-ci n'aurait jamais obtenu la bourse. » Inès comprit alors que Solange n'avait pas seulement refusé l'admission après coup. Elle avait préparé deux réalités parallèles. Une pour l'Institut, où sa fille était brillante, et une autre pour Inès, où elle restait insuffisante. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais contacté ?» demanda-t-elle. Étienne parut blessé. « Votre mère m'a écrit que votre deuil était trop lourd et que vous aviez décidé de rester auprès d'elle. Plus tard, elle m'a dit que vous ne souhaitiez plus entendre parler de l'Institut. » Inès pensa à toutes les invitations qu'elle avait déclinées sans les recevoir, à tous les professionnels qui avaient être cru qu'elle ne voulait pas d'eux. Étienne posa doucement la copie de l'admission devant elle. « Votre mère vous a volé une route, mais elle ne peut pas décider de toutes celles qu'il vous reste. » Inès répondit « Je ne sais même plus lesquelles sont à moi. » Solange rentra après 20 heures. Elle trouva Inès, dans le salon familial, les lettres alignées sur la table. Pendant quelques secondes, aucune des deux femmes ne parla. Puis Solange retira lentement son manteau. « Tu as fouillé dans mes affaires. » Inès eut un rire sans joie. « Mes lettres étaient dans tes affaires. » Solange s'approcha. « Tu venais de perdre ton père. Tu ne dormais plus. Tu parlais de partir comme si cette maison ne comptait pas. J'avais été admise. Tu étais une enfant. J'avais 10 à 9 ans. » Solange saisit la lettre de refus. « J'ai fait ce qu'une mère devait faire lorsque sa fille ne comprenait pas les conséquences. La banque menaçait de fermer le laboratoire. Les employés avaient besoin de nous. Moi aussi, j'avais besoin de toi. » Inès sentit les mots la blesser davantage parce qu'ils contenaient une vérité. Solange avait été seule, malade, endeuillée et terrifiée, mais cette peur avait été transformée en droit de propriété. « Tu aurais pu me demander de rester, » Solange répondit immédiatement. « Tu serais partie. Peut-être. » Alors j'avais raison. Inès se leva. « Non, tu avais peur. Ce n'est pas la même chose. » Solange commença à pleurer. « Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour que nous survivions. » Inès demanda. « Nous ? Ou toi ?» Solange tenta de reprendre le contrôle par les chiffres. Elle ouvrit les comptes, montra les échéances, les contrats et les salaires. « Si tu révèles que tu es l'auteur des parfums, les distributeurs vont suspendre les commandes. Les banques penseront que Maison Delcourt n'a plus de créatrice. 36 personnes peuvent perdre leur emploi. » Inès connaissait chacun de ces noms. Elle avait célébré des anniversaires avec eux, apporté des repas après des naissances, remplacé des collègues malades. Sa mère savait précisément où appuyer. « Tu vois ?» poursuivit Solange. « Tu crois que Gabriel t'apprend à t'aimer. Il t'apprend seulement à choisir tes désirs avant la vie des autres. Les hommes riches appellent cela la liberté parce qu'ils ne paient jamais le prix des ruines. » Inès baissa les yeux vers les lettres. « Tu m'as appris l'inverse. Tu m'as appris que si quelqu'un souffre de mon choix, alors ce choix est forcément mauvais. Une famille exige des sacrifices. Pourquoi étaient-ils toujours les miens ?» Solange ne répondit pas. Inès prit sa valise, déjà préparée dans l'entrée. Sa mère pâlit. « Où vas-tu ?»« Je ne sais pas encore. Tu m'abandonnes. » Inès ferma les yeux. Le mot avait toujours suffi à la retenir. Cette fois, elle se retourna. « Je t'aime. Mais aimer quelqu'un ne signifie pas lui donner le droit de décider qui je serai devenu. » Allô ? Gabriel l'attendait devant la gare de Cannes le lendemain. Il avait appris par Étienne qu'Inès avait trouvé les lettres et voulait l'aider à engager une procédure contre Solange. Inès descendit du taxi avec une seule valise. « J'ai fait préparer un appartement à Paris, dit-il. Vous pourrez travailler dans l'un de nos laboratoires jusqu'à ce que la situation soit réglée. » Elle le regarda, épuisée. « Vous avez encore organisé ma vie avant de me demander où j'allais. » Gabriel, c'est tout. Je voulais vous éviter de retourner chez votre mère. Je l'ai déjà quittée, par moi-même.
Il expliqua que les avocats pouvaient récupérer les droits, sécuriser les archives et bloquer toute utilisation des formules. « Arrêtez, dit-elle. Vous pensez que parce que vos décisions sont plus généreuses que celles de ma mère, elles sont forcément plus respectueuses. Ce n'est pas comparable. Elle a caché une lettre pour me protéger. Vous m'avez caché un projet de rachat pour me protéger. Elle m'a interdit de partir parce qu'elle savait ce qui était bon pour moi. Vous avez fermé le laboratoire parce que vous saviez ce qui était bon pour moi. » Gabriel encaissa la comparaison. « Je ne veux pas vous posséder, alors cessez de préparer ma prochaine cage avant que j'aie choisi ma prochaine porte. » Il lui demanda ce qu'elle voulait. Cette fois, Inès avait une réponse. « Je veux un endroit qui ne porte ni le nom de ma mère ni le vôtre. Je veux mes carnets, mes échantillons et le droit d'échouer sans que quelqu'un transforme mon échec en preuve que je dois lui appartenir. » Gabriel dit qu'il pouvait lui remettre immédiatement toutes les matières. Elle refusa. « Faites restituer ce qui est à moi par la voie prévue, pas comme un cadeau. » Il comprit qu'elle ne viendrait pas à Paris avec lui. « Et nous ?» demanda-t-il. Inès regarda l'homme qu'elle avait désiré embrasser sur une terrasse face à la mer. « Il n'y a pas de nous tant que je ne sais pas qui je suis lorsque personne ne décide à ma place. » Gabriel tendit la main, puis la laissa retomber. « Je suis désolé. Je vous crois. Mais votre regret ne peut pas devenir une nouvelle raison pour que je reste. » 2 semaines plus tard, Inès loua une ancienne arrière-boutique à Vallauris. Le plafond fuyait légèrement. Les murs portaient encore les traces d'un atelier de céramique et la ventilation devait être entièrement remplacée. Elle paya le dépôt avec l'argent personnel qu'elle n'avait pas reversé à Maison Delcourt. Pour la première fois, conserver cet argent ne lui donna pas l'impression de voler quelqu'un. Étienne lui prêta une balance ancienne. Une technicienne de Maison Delcourt lui apporta discrètement des copies de ses fiches de laboratoire. Inès ne demanda rien à Gabriel. Le premier matin, elle nettoya la vitrine, installa une table et posa le carnet blanc au centre. La première page était toujours vide. Elle prit un stylo. Ses doigts tremblaient plus qu'au moment de créer Nuit d'Iris. Sur la vitre donnant sur la rue, elle écrivit lentement « Atelier Inès Delcourt ». Elle recula pour regarder son nom. Aucune banque ne s'effondra. Aucun employé ne disparut. Sa mère ne cessa pas d'exister. Gabriel ne vint pas la sauver. Et pour la première fois, Inès comprit que prendre une place dans le monde ne signifiait pas nécessairement la voler à quelqu'un d'autre. Cela signifiait parfois arrêter de laisser cette place vide. Inès passa les 3 semaines suivantes à reconstruire sa propre histoire comme on recompose un parfum dont chaque note a été dispersée dans des flacons différents. Dans l'arrière-boutique de Vallauris, elle classa ses carnets par date. Photographia les pages tachées d'essence, retrouva les factures de matières premières achetées avec sa carte personnelle et demanda au fournisseur de lui transmettre les relevés d'envoi. Chaque formule portait ses codes de couleur, ses corrections et ses erreurs. Les premiers essais de Nuit d'Iris étaient trop secs. Le 9e faisait enfin apparaître l'impression d'un foulard oublié dans une armoire. Rien n'avait été inventé après le scandale. Tout existait depuis des années, dans une écriture qu'aucun service juridique ne pouvait imiter. Étienne l'aida à préparer une chronologie technique, mais refusa de parler à sa place. « Mon témoignage peut confirmer ce que vous avez fait, il ne peut pas remplacer votre voix. » Inès acquiesça. Chaque soir, elle ouvrait le carnet blanc donné par Gabriel. Elle n'y écrivait toujours rien. Pourtant, le simple fait de le laisser ouvert au milieu de la table était déjà un progrès. Les premiers soutiens vinrent de personnes que Solange avait toujours considérées comme invisibles. Mireille, technicienne depuis 22 ans, apporta des feuilles de pesée signées par Inès. Karim, responsable des macérations, conserva des messages vocaux où elle corrigeait les proportions à 3 heures du matin. Une ancienne stagiaire retrouva les photographies d'un tableau couvert des accords de Nuit d'Iris plusieurs semaines avant que Solange n'annonce publiquement avoir commencé la création. Aucun de ces éléments ne suffisait seul. Ensemble, ils formaient une continuité impossible à nier. Inès demanda à chacun pourquoi il avait gardé le silence si longtemps. Mireille répondit « Parce que votre mère disait que vous étiez d'accord, et parce que nous avions peur qu'en parlant, la maison ferme. » Inès sentit la culpabilité revenir. « Vous aviez des familles. » « Oui, mais vous aussi, vous aviez une vie.
Nous avons accepté qu'elle coûte moins cher que nos salaires. Inès comprit qu'elle ne pouvait pas protéger les employés en leur demandant de vivre éternellement dans un mensonge. Elle leur proposa de témoigner seulement s'ils le souhaitaient, sans promesse de résultat. 6 acceptèrent, 3 refusèrent. Elle respecta les 2 choix. Solange vint à l'atelier un matin sans prévenir. Elle portait des lunettes sombres et tenait une enveloppe épaisse. Elle observa le plafond mal repeint, la balance ancienne et les étagères presque vides. « C'est donc cela, ta liberté ?» demanda-t-elle. Inès continua à étiqueter des flacons. « C'est un début. » Solange posa l'enveloppe sur la table. Elle contenait une proposition financière, un appartement à Grasse et une participation future au capital de Maison Delcourt. En échange, Inès devait reconnaître que les parfums avaient été développés dans le cadre d'un travail collectif et renoncer à toute revendication publique. « Tu serais protégée pour le reste de ta vie », dit Solange, « et les employés aussi. » Inès lut le montant. Il dépassait tout ce qu'elle avait jamais gagné. Autrefois, elle aurait vu une preuve d'amour. Désormais, elle voyait un prix placé sur son silence. « Tu ne veux pas me protéger. Tu veux acheter une version de moi qui ne te contredit pas. » Solange retira ses lunettes. Ses yeux étaient rougis. « Je veux empêcher que notre nom soit détruit. » Inès répondit doucement. « Notre nom est déjà détruit si une seule personne a le droit de l'utiliser. » Solange murmura qu'elle avait sacrifié sa jeunesse, son mariage et sa santé pour cette maison. « Alors tu crois que je te dois la mienne ?» À Paris, Gabriel affrontait son propre conseil. Valère Collection avait prévu de profiter de la fragilité de Maison Delcourt pour négocier une acquisition partielle. Le directeur financier soutenait que le scandale avait fait baisser la valeur de la marque et que renoncer maintenant serait économiquement irrationnel. Gabriel regarda le rapport qu'il avait autrefois choisi de cacher à Inès. Chaque page transformait une famille, des travailleurs et une créatrice en élément de valorisation. « Nous retirons notre offre et toute étude de rachat », déclara-t-il. Une administratrice lui rappela que le projet hôtelier perdrait plusieurs mois et qu'un concurrent pourrait récupérer les accords olfactifs. « Alors nous perdrons plusieurs mois à cause d'une relation personnelle ?» demanda-t-elle. Gabriel ne chercha pas à embellir sa réponse. « À cause d'un conflit d'intérêts que j'ai laissé exister. J'ai proposé à une femme de signer son travail, tout en étudiant secrètement la valeur de l'entreprise qu'il exploitait. Même sans offre formelle, mon silence a faussé son choix. Le conseil exigea qu'il se retire du projet. Il accepta. Il ordonna également que tous les échantillons, carnets et données soient remis à un dépositaire indépendant choisi par Inès. « Vous abandonnez des actifs développés avec nos moyens », protesta le directeur juridique. Gabriel répondit « Nous restituerons ce qui lui appartient et nous discuterons ensuite de ce qui nous appartient réellement, pas l'inverse. » Il se rendit à Valory le soir même et attendit qu'Inès accepte de le recevoir. Il n'apporta ni fleurs, ni nouveau contrat, seulement une boîte scellée contenant ses carnets, les sauvegardes des essais et les clés numériques du laboratoire. « Le dépositaire a confirmé que tout était complet, » dit-il. Inès vérifia les scellés. « Vous auriez pu envoyer un coursier. »« Oui, je voulais vous présenter mes excuses en personne, mais je repartirai si vous préférez. » Elle le laissa entrer. Gabriel observa l'atelier sans proposer de le rénover. « J'ai retiré Valère Collection de la procédure de rachat. Le projet hôtelier est suspendu jusqu'à ce qu'un nouveau créateur soit choisi ou que vous décidiez librement de reprendre les discussions. » Inès demanda s'il attendait qu'elle le remercie. « Non, j'aurais dû vous parler du rapport dès le premier jour. J'aurais dû vous demander quoi faire lorsque le scandale a commencé. J'ai confondu la vitesse avec la protection. » Elle posa la boîte sur la table. « Et maintenant ? Maintenant, je fais ce que vous demandez. Je ne vous demande rien. » La douleur traversa son visage, mais il ne chercha pas à la transformer en argument. « Alors je respecterai cela aussi. » L'évaluation indépendante eut lieu à Grasse dans une salle neutre louée par une association professionnelle. 3 experts, 2 juristes et un représentant des employés examinèrent les carnets, les échantillons conservés, les données de laboratoire et les témoignages. Solange arriva accompagnée de ses avocats. Elle portait le même parfum que lors du lancement de Nuit d'Iris.
Les experts lui demandèrent de décrire l'évolution de la formule. Elle parla d'une inspiration nocturne, d'un contraste entre l'iris et les bois sombres, puis se perdit lorsqu'on lui demanda pourquoi la proportion d'ambrettes avait été réduite au 7e essai. « Nous travaillons en équipe », répondit-elle. Un expert lui montra une correction écrite par Inès. « Pourquoi cette modification ?» Solange regarda sa fille. Inès ne lui souffla pas la réponse. Pour la première fois, elle ne combla pas le silence destiné à protéger sa mère. Solange tenta d'expliquer que la mémoire des proportions n'était pas la création elle-même. Étienne intervint seulement lorsque le président de séance le sollicita. Il décrivit la cohérence entre le dossier d'Inès à 10 à 9 ans, ses carnets et les 7 parfums attribués à Solange. C'était une signature artistique. Lorsque les experts confirmèrent qu'Inès était la créatrice principale de Nuit d'Iris et de 6 autres fragrances, les journalistes attendirent dans la cour. Les avocats lui conseillèrent de révéler immédiatement l'altération de l'odorat de Solange. Inès refusa. « Sa maladie n'est pas une preuve de ma création. Mes carnets le sont. » On lui dit que Solange l'avait humiliée publiquement et qu'elle risquait de recommencer. « Je ne protégerai plus son mensonge. Mais je ne transformerai pas son corps en arme. » Dans la salle voisine, Solange entendit cette réponse. Elle resta longtemps immobile. Lorsque mère et fille se retrouvèrent enfin seules, elle demanda « Pourquoi ne l'as-tu pas dit ?» Inès répondit « Parce que je veux récupérer mon nom, pas te voler ta dignité. » Solange éclata alors d'une colère mêlée de honte. « Tu vas quand même tout prendre. Les clients, les employés, la maison. » Inès secoua la tête. « Je ne veux pas devenir toi. Je ne veux pas gagner en faisant disparaître quelqu'un d'autre. Mais je ne disparaîtrai plus pour que tu restes visible. » Le lendemain, Inès présenta au conseil de Maison Delcourt un projet que personne n'attendait. Elle ne demandait ni la liquidation, ni l'exclusion immédiate de Solange. Elle proposait de transformer l'entreprise familiale en société coopérative partagée entre les salariés, les créateurs et un fonds de continuité. Chaque parfum porterait désormais le nom de son créateur. Les droits sur les anciennes fragrances seraient révisés. Solange conserverait un rôle de conseillère historique et de porte-parole sur les archives de la maison, sans pouvoir signer une formule qu'elle n'avait pas développée. Inès garderait ses droits personnels, ouvrirait son propre atelier et pourrait collaborer avec Maison Delcourt sans lui appartenir. Plusieurs administrateurs protestèrent que cette structure diluerait le contrôle familial. « C'est précisément le but », répondit-elle. Solange reçut 2 options. Accepter la transition et préserver l'entreprise avec les salariés, ou poursuivre le conflit au risque de voir les distributeurs suspendre les contrats après la décision des experts. Elle regarda les employés présents autour de la table. Solange demanda un entretien privé. Dans le bureau où Inès avait autrefois signé son silence avec un doigt blessé, elle avoua qu'elle ne savait pas qui elle serait sans Maison Delcourt. Pendant 30 ans, quand les gens disaient mon nom, ils pensaient à une odeur. Bientôt, ils penseront à une fraude. Inès répondit « Peut être, ou peut être à une femme qui a créé de grandes choses, puis qui a eu peur de ne plus pouvoir le faire. » Solange la regarda avec méfiance. « Tu veux que je reconnaisse tout publiquement. Je veux que tu reconnaisses ce que tu as fait, d'abord devant ceux que cela a blessés. Ensuite, nous déciderons ensemble de ce qui doit être rendu public. » Solange demanda si Inès pouvait encore l'aimer. La question ressemblait à celle d'un enfant. « Oui, » répondit Inès, « mais je ne te laisserai plus utiliser mon amour comme un contrat. » Solange signa finalement l'accord de transition. Sa main trembla au-dessus de son nom. Inès ne la guida pas. Certaines signatures devaient être faites sans qu'une fille sauve sa mère de leurs conséquences. Gabriel apprit la décision par un communiqué professionnel. Il n'appela pas. Il envoya seulement un message. « Vous avez trouvé une solution que je n'aurais pas su imaginer. Félicitations. » Inès lut la phrase plusieurs fois. Elle avait attendu qu'il ajoute une demande de rendez-vous, une déclaration ou une promesse. Rien ne suivit. Pour la première fois, son silence ne ressemblait pas à une punition. Il lui laissait l'espace qu'elle avait demandé. Le soir, seule dans son atelier, elle ouvrit le carnet blanc. Sur la première page, la question de Gabriel demeurait invisible mais présente. Que méritait-elle lorsqu'elle ne produisait rien pour personne? Inès prit son stylo.
Elle n'écrivit pas encore la réponse. À la place, elle inscrivit son nom au bas de la formule d'un nouveau parfum. Inès Delcourt, créatrice. Puis elle posa le stylo et regarda la signature sans la barrer. Pour la première fois, reprendre sa voix ne lui avait pas coûté l'amour. Cela lui avait seulement coûté le silence. 6 mois après l'évaluation de Grasse, Inès ouvrit les portes de son premier atelier au public. L'enseigne « Atelier Inès Delcourt » était gravée directement dans le verre, sans nom de groupe, sans mention de maison Delcourt et sans formule destinée à rassurer les investisseurs. À l'intérieur, rien ne ressemblait aux boutiques luxueuses où les parfums étaient enfermés derrière des vitrines comme des bijoux. Les visiteurs pouvaient voir les balances, les matières premières et les carnets de travail. Sur chaque flacon figurait le nom de la personne ayant participé à sa création. Le premier parfum d'Inès s'appelait « Équilibre ». Il associait 2 constructions volontairement distinctes. L'une mêlait l'iris, le bois humide et une trace de peau d'orange rappelant son père, tandis que l'autre portait le jasmin, le sel et une note métallique née des mois passés à Cannes. Les 2 accords ne fusionnaient jamais complètement. Selon la peau, l'un apparaissait avant l'autre, reculait, puis revenait sans dévorer son compagnon. Les journalistes demandèrent si cette structure représentait sa relation avec Gabriel Valère. Inès répondit: elle représente 2 présences qui n'ont pas besoin de disparaître pour partager le même espace. Elle ne donna aucun autre nom. Maison Delcourt avait survécu à la transformation. La coopérative détenait désormais la majorité des droits de décision. Les salariés participaient au vote important et chaque nouvelle formule portait la signature de son auteur. Les premières semaines avaient été difficiles. Certains distributeurs avaient annulé leurs commandes, craignant que le scandale n'abîme la marque. D'autres avaient au contraire salué la transparence. Solange n'était plus la directrice artistique, mais elle conservait un bureau consacré aux archives et à l'histoire de la maison. Elle intervenait lors de conférences, à condition de ne jamais présenter comme siennes les créations d'Inès. Leur relation ne retrouva pas son ancienne proximité. Elle ne s'appelait plus plusieurs fois par jour. Inès ne communiquait pas tous ses projets et Solange n'avait plus accès à son calendrier. Pourtant, elles déjeunaient ensemble 2 dimanches par mois. Certains repas se terminaient dans le silence. D'autres révélaient une forme nouvelle d'affection, moins rassurante mais plus honnête. Solange devait apprendre à poser des questions auxquelles la réponse pouvait lui déplaire. Inès devait apprendre qu'un refus n'était pas une condamnation définitive. Le matin de l'ouverture, Solange arriva avant les premiers invités. Elle portait un tailleur bleu sombre et tenait un petit bouquet de jasmin cueilli dans le jardin familial. Inès la regarda s'approcher de l'établi central, où le premier flacon d'équilibre reposait sous une lumière simple. « Puis-je le sentir ?» demanda Solange. La question parut minuscule, mais Inès remarqua qu'elle avait demandé la permission. Elle lui tendit une mouillette. Solange inspira avec prudence. Sa perception restait limitée. Elle distingua l'iris, hésita sur le reste et baissa les yeux. « Je n'arrive pas à comprendre l'ensemble. » Autrefois, Inès aurait décrit les notes pour lui permettre de les répéter ensuite devant le public. Cette fois, elle répondit seulement « Ce n'est pas grave ». Solange posa la mouillette. « Pour moi, si. » Elle regarda le flacon portant le nom de sa fille. « J'ai cru que si tu devenais plus grande que moi, je disparaîtrais. » Inès sentit l'ancienne douleur, mais elle ne se précipita pas pour la rassurer. « Tu ne disparaîtras pas parce que je réussis, mais je ne peux plus réduire ma vie pour que tu te sentes entière. » Solange acquiesça lentement. « Je sais, je ne l'accepte pas encore chaque jour. » Mais je le sais. Gabriel n'apparut ni pendant les discours, ni lors des photographies. Inès s'attendait malgré elle à reconnaître sa silhouette au fond de la salle. Mais la matinée passa sans lui. Elle se reprocha cette déception. Elle avait demandé de l'espace et il l'avait respecté. Elle ne pouvait pas transformer ce respect en preuve d'indifférence uniquement parce qu'une partie d'elle voulait encore être choisie de manière spectaculaire. Vers 6 heures, alors que les journalistes étaient partis, un homme entra seul dans l'atelier. Gabriel portait un manteau gris et attendit son tour derrière 2 clientes. Lorsqu'il arriva devant la caisse, il posa un flacon d'équilibre sur le comptoir. « Je souhaite acheter celui-ci, dit-il. » Inès regarda autour d'elle, presque amusée.
Vous auriez pu m'appeler. Je ne voulais pas que le premier objet portant votre nom entre chez moi comme une faveur. » Il sortit sa carte bancaire. Elle tenta de lui offrir le flacon. Il refusa. « Vous avez passé des mois à apprendre que votre travail avait un prix. Ne me demandez pas d'être le premier à prétendre le contraire. » Inès encaissa la vente. Sur le reçu, elle écrivit seulement « Merci d'avoir attendu votre tour ». Gabriel sourit et rangea soigneusement le papier. Il lui remit ensuite un petit paquet. Inès se raidit. « Ce n'est pas un contrat », précisa-t-il. À l'intérieur se trouvait le carnet blanc qu'il lui avait donné à Cannes. Elle pensait l'avoir laissé dans le laboratoire lors du scandale. Gabriel avait demandé au dépositaire de le joindre aux affaires restituées, mais le carnet était resté par erreur dans une caisse conservée à Paris. Sur la première page, il avait écrit une seule phrase. « Que méritez-vous lorsque vous ne donnez rien à personne ?» Inès contempla les mots. « Vous avez répondu à ma place ?» demanda-t-elle. « Non, j'ai seulement rendu la question. » Gabriel lui expliqua qu'il avait passé les derniers mois à revoir les règles de Valère Collection. Les créateurs conservaient désormais davantage de droits, les projets sensibles exigeaient une consultation extérieure, et lui-même ne pouvait plus décider seul d'une acquisition touchant une entreprise familiale. « Vous n'étiez pas obligé de changer ma manière de travailler, » dit-il. « Mais puisque j'avais utilisé mon pouvoir contre votre liberté, je devais modifier le système, pas seulement vous présenter des excuses. » Inès ouvrit le carnet. Sous la question, elle écrivit enfin « d'exister ». Sa main trembla, mais elle ne raya pas les mots. Ils ne se remirent pas ensemble ce jour-là. Gabriel lui proposa un café la semaine suivante et Inès accepta sans consulter son agenda familial, ni demander si son absence dérangerait quelqu'un. Ils se retrouvèrent sur une petite terrasse à Grasse, loin des établissements appartenant à Valère Collection. Gabriel arriva le premier, mais ne commanda pas pour elle. « J'ai appris », dit-il lorsqu'elle le remarqua. Inès choisit son propre café et s'assit face à lui. Pendant quelques minutes, ils parlèrent de choses simples. Puis elle demanda « Pourquoi n'êtes-vous pas venu le matin de l'ouverture ?» Gabriel répondit qu'il craignait que les photographes réduisent son succès à leur histoire. « Je voulais que la première image de votre atelier soit la vôtre. » Elle reconnut la délicatesse du geste, mais aussi son ancienne tendance à choisir seule ce qui la protégerait. « Vous auriez pu me demander si je voulais que vous soyez là. » Gabriel ferma brièvement les yeux. « Oui. Vous avez raison. » Il n'ajouta aucune justification. « Je ne suis pas encore très doué pour distinguer la retenue respectueuse de la décision prise à distance. » Inès sourit. « Moi non plus. Je n'ai pas répondu à vos messages pendant des semaines parce que je voulais être libre. Une partie de moi voulait aussi que vous souffriez de mon silence. » Cette confession changea la conversation. Inès lui expliqua qu'elle avait toujours considéré le départ comme sa seule forme de pouvoir. Si elle quittait une pièce avant de demander quelque chose, personne ne pouvait lui reprocher d'être exigeant. Si elle coupait le contact, elle ne risquait pas d'entendre qu'elle aimait mal. « Je ne veux plus disparaître pour éviter un conflit, » dit-elle. « Mais je ne promets pas de toujours savoir rester. » Gabriel posa ses mains autour de sa tasse. « Je ne promets pas de ne jamais essayer de résoudre un problème trop vite. Je peux seulement promettre de m'arrêter lorsque vous me direz que je décide à votre place. » Inès lui demanda ce qu'il attendait d'elle. Rien qui puisse être exigé. Ce n'est pas une réponse. Il réfléchit. « J'aimerais construire une relation avec vous, lentement, sans contrat entre nos sociétés, sans appartement préparé et sans projet de mariage annoncé avant le dessert. J'aimerais savoir qui vous êtes lorsque vous n'essayez pas de sauver votre mère, vos employés ou moi. » Inès sentit la peur revenir, mais elle ne la confondit pas avec un avertissement. « Je ne sais pas encore qui est cette femme. » Gabriel répondit « Alors je ne vous demanderai pas de me la livrer déjà terminée. » Les mois suivants ne ressemblèrent pas à un conte où chaque blessure se dissolvait dès que l'amour était nommé. Inès et Gabriel vécurent dans deux villes différentes. Ils se voyaient lorsque leur calendrier le permettait et apprirent à ne pas interpréter chaque retard comme un désintérêt. Lors d'une dispute, Gabriel contacta sans la prévenir un fournisseur qui avait refusé un crédit à l'atelier. Inès découvrit son intervention et lui demanda d'annuler immédiatement l'accord obtenu. Il protesta que les conditions étaient meilleures.
Elle lui rappela qu'une aide imposée restait une dette choisie par quelqu'un d'autre. Gabriel annula. Plusieurs semaines plus tard, Inès quitta un dîner après une remarque maladroite sans lui dire ce qui l'avait blessée. Gabriel ne la poursuivit pas. Il lui envoya seulement « Je suis disponible lorsque vous pourrez me dire ce qui s'est passé ». Le lendemain, elle revint et parla. Leur relation progressait moins grâce au moment parfait qu'à ces réparations imparfaites où aucun d'eux ne gagnait entièrement. Solange connut aussi ses rechutes. Lorsqu'un grand magazine consacra sa couverture à Inès, elle téléphona pour lui reprocher de ne pas avoir mentionné suffisamment Maison Delcourt. Inès interrompit calmement la conversation. « Je te rappellerai lorsque nous pourrons parler sans que tu transformes ma réussite en dette. » 3 jours plus tard, Solange rappela et s'excusa. Ce n'était pas une métamorphose spectaculaire, c'était un apprentissage lent. Elle commença à accompagner de jeunes créateurs au sein de la coopérative, non pour signer leurs formules, mais pour raconter l'histoire des matières et des producteurs. Certains membres ne lui faisaient toujours pas confiance. Elle dut accepter que le pardon n'était pas une restauration complète de son ancienne autorité. Un dimanche, elle demanda à Inès si elle pourrait un jour lui pardonner la lettre de grâce. « Je t'ai pardonné certaines choses, » répondit Inès. « Pour d'autres, je dois encore apprendre à vivre avec ce qu'elles ont changé. » Solange voulut demander combien de temps cela prendrait, puis se retint. « Je comprends, » dit-elle. Pour une fois, elle ne força pas une date sur la guérison de sa fille. 1 an après l'ouverture de l'atelier, Inès travaillait sur une nouvelle formule lorsque Gabriel entra dans la salle. Il resta près de la porte jusqu'à ce qu'elle lui fasse signe d'approcher. Sur la table reposaient 2 bandes de papier. Inès lui entendit une portant équilibre, puis une seconde où apparaissait une composition encore sans nom. « Qu'est-ce que je dois sentir » demanda-t-il. « Rien de précis. Dites-moi seulement ce qui reste lorsque les premières notes disparaissent. » Gabriel inspira. Il évoqua le bois chauffé, la peau propre et une fleur qu'il ne pouvait identifier. On dirait quelqu'un qui rentre chez lui sans être certain que la porte sera ouverte. Inès le regarda avec émotion. C'est presque cela. Elle ouvrit son carnet et écrivit au bas de la formule « Inès Delcourt, créatrice ». Gabriel ne toucha pas le document. Il demanda « Et maintenant, qu'est-ce que vous voulez ?» Inès posa le stylo. Autrefois, elle aurait pensé aux salariés, à Solange, à la réputation de l'atelier ou à ce que Gabriel espérait entendre. Cette fois, elle pensa à elle. « Je veux vous aimer sans me quitter moi-même », dit-elle. Gabriel tendit lentement la main, puis attendit. « Et moi je veux vous aimer sans confondre votre liberté avec le risque de vous perdre. » Inès plaça sa main dans la sienne. Elle ne lui promit pas de rester pour toujours. Il ne lui promit pas de la protéger de chaque douleur. Sur la table, la nouvelle formule continuait de porter son nom. Dans la vitrine, les flacons d'équilibre reflétaient 2 lumières distinctes qui occupaient le même verre sans s'effacer. Inès avait longtemps cru qu'aimer signifiait choisir la vie d'une autre personne avant la sienne. Gabriel lui avait d'abord montré qu'elle pouvait recevoir, demander et exister. Puis il avait dû apprendre que même l'amour le plus généreux devenait dangereux lorsqu'il retirait à l'autre son droit de choisir. Ils n'étaient pas devenus une seule personne. Ils étaient restés 2 êtres complets, capables de se rapprocher sans se posséder. Et lorsque Gabriel l'embrassa, Inès ne disparut ni derrière son nom, ni derrière sa fortune, ni derrière la peur de décevoir quelqu'un. Elle resta là, entière,